L'Olympique de Marseille se déplace à Louis II ce week-end, le samedi à 17h. On va voir avec Samy, je suis avec Wael aussi, pour comment battre justement notre poursuivant au classement. On le rappelle, Monaco est troisième, l'OM est deuxième avec 52 points, Monaco 50 points. Au match aller, ça s'était bien passé. On avait gagné au Vélodrome sur un penalty de Mason Greenwood provoqué par Murillo. Et donc on va voir, c'est le sujet de cette vidéo, on va voir comment battre Monaco et se mettre à l'abri dans cette course à la Ligue des Champions. Wael, Samy, vous avez analysé un peu déjà le match aller et les enjeux de ce prochain match, mais je sais aussi que Wael, tu as vu un peu les dernières prestations de l'AS Monaco, les enjeux de eux, leur compo, de leur tactique. Avant que la vidéo ne commence, les gars, je vous invite à vous abonner à tous les médias de Massilia Zone, que ce soit YouTube, Instagram, Twitter et TikTok, et même de liker cette vidéo parce que ça récompense notre travail et ça nous met l'algorithme dans la poche. Et aussi, n'hésite pas à commenter, à donner ton avis, puisqu'on va parler tactique. Et voilà, c'est sympa d'échanger sur la tactique, donc je t'invite à le faire. C'est parti. Déjà, Well, qu'est-ce que tu peux me dire sur la dynamique de Monaco qui vient de perdre à Brest, qui sortait de 2 victoires je me mets ça contre Nice et Angers. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la dynamique des rouges et blancs? Bon, Monaco, sur les 5-6 derniers matchs, il y a quand même 3 victoires, 2 défaites aussi. C'est pas léger. Déjà, c'est quelque chose à prendre en compte parce que tu as l'impression qu'ils ont presque sur courant alternatif sans l'être réellement. Ça joue bien, on va pas se mentir, ça joue bien, ça presse haut et Samy va nous le montrer encore plus. Mais, il y a vraiment, quelque chose à faire, je pense, sur ce match-là pour réellement, comme tu l'as dit Martin, se mettre à l'abri. Donc, je pars du principe que ça va être un match très ouvert et qu'ils sont sur une défaite, comme tu l'as dit. Donc ils sont obligatoirement dans la recherche d'un succès contre nous, en plus à domicile chez eux. Donc, voilà. Pour le moment, ça, c'est ce que je peux dire sur leur dynamique. Qu'est-ce qui a changé par rapport au premier match? On sait qu'ils ont recruté un joueur, en la personne de Mika Biretz voilà, qui a joué carte sur table et qui a mis de nombreux buts. Alors maintenant, il fait partie intégrante du 11. Elias Benseghir a un peu perdu sa place. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les dernières, feuilles de match de Adi Hutter? 4-4-2, très basique, avec, le dernier match en particulier avec, Biret et Embolo devant, Minamino sur le côté gauche, Akliouche à droite, 4-2-3-1 à l'aller. Donc, c'était un peu, tu avais presque l'impression qu'ils calquaient un peu à l'aller, ce que De Zerbi faisait pour essayer de contrer d'une manière ou d'une autre. Là, ils ont de plus en plus eu leur propre jeu, ils sont en train de développer ça. Hem, si je peux te citer un joueur qui peut réellement changer le match, c'est, Zakaria. Zakaria, c'est vraiment leur plaque tournante et ils s'adaptent parfaitement à leur 4-4-2. Mais les enjeux du match, malgré, ce changement de dispositif, les enjeux vont être un peu les mêmes? Ah oui, c'est clair. On était coude à coude, je pense, même au match aller. Maintenant encore plus gros, ils sont à 2 points de nous, donc ils sont dans l'obligation de venir nous chercher haut et de chercher les points. Samy, tu as eu le temps d'analyser un peu, ce match aller où l'OM avait gagné 2-1 comme on l'a dit. Il y a déjà des points positifs, et des points à exploiter justement dans ces faiblesses, monégasques. Un poursuivant qui cette année, on le voit, a beaucoup de handicaps aussi. On parlait d'une, course à la Ligue des Champions où c'est à celui qui sera le moins ridicule que reviendra la chance de remporter, de remporter ses places qualificatives pour la Ligue des Champions. En tout cas, on peut exploiter, déjà de un des ressorties de balles. Oui, oui, énormément, de par le pressing, monégasque, et par la justesse, technique qu'on peut avoir à certains moments, nous également dans nos sorties de balles. Qui plus est dans un match, où, certains appellent ça comme étant une petite finale, mais où les enjeux ne sont pas les mêmes pour nous comme pour Monaco. L'OM est quand même devant au classement avec 2 points d'avance. Je pense qu'il ne faut pas le négliger. Monaco est juste derrière. Il y a une des 2 équipes qui est dans l'obligation de gagner, heu, forcément fait les 2, mais moi j'ai tendance à dire que ce serait plutôt Monaco parce que Monaco est le chasseur et l'OM est le chassé. Et puis surtout, il y a une petite subtilité je trouve, l'OM après le match de Monaco, reçoit Montpellier, alors que Monaco juste après, l'OM, va à Strasbourg. Donc c'est quand même des trajectoires très différentes.
pense qu'aujourd'hui, si on demande à toutes les équipes de Ligue 1, une équipe contre qui ils ont pas trop envie de jouer sur la dynamique actuelle, c'est Strasbourg. Et si on leur demande, une équipe contre qui ils ont envie de jouer pour prendre des points, c'est Montpellier. Donc il y a aussi ça, il y a aussi le fait de se dire pour Monaco, on doit gagner contre l'OM parce que derrière, on n'est peut-être pas forcément sûr de gagner contre Strasbourg. Donc ça ajoute un peu plus de pression à ce match-là. Ouais, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? En tout cas, c'est vrai que Strasbourg actuellement, c'est quand même, va falloir analyser les issues et les échéances de chacun et là, si Monaco le fait, ils vont être beaucoup plus, survoltés pour gagner. En plus chez eux, bon, on sait que le paramètre domicile à Monaco, ça compte pas énormément, mais voilà. Pire encore, ils doivent gagner contre nous, donc ils doivent faire le jeu, ils doivent se livrer. Heu, je sais pas si vous avez vu leur calendrier, mais très peu probable qu'ils fassent 18/18, en particulier sur les 2 derniers matchs, de la saison, hem, il y a Monaco-Lyon, Lens-Monaco. S'ils doivent commencer à grappiller des points, c'est maintenant et encore plus si tu regardes encore mieux leur calendrier, Saint-Étienne, Le Havre et évidemment Strasbourg. Le Havre bah, ils ont besoin des points. Saint-Étienne, ça va être compliqué, mais ils vont en avoir besoin, donc ça va se jouer à ça, le maintien, donc sincèrement, s'il y a un moment où on peut les prendre, c'est vraiment maintenant, mais ils vont devoir se livrer et je pense qu'avec Samy, on est à 100 d'accord sur ça. Heu, il va falloir exploiter toutes les failles possibles. Mais du coup, ces failles, oui, sont exploitables, mais on sait que Balerdi n'est plus présent et Samy, tu m'avais sorti des ressorties de balles justement, où Balerdi était, l'un des acteurs principaux. Et là, sans la qualité de jeu au pied de Balerdi, est-ce que alors on va voir les séquences, hein, que tu m'as proposées, elles sont complètement, elles sont hyper intéressantes dans ce qui est, dans les potentialités à exploiter, à l'encontre de Monaco. Mais comme Balerdi n'est plus là, est-ce que, ça peut être un point faible pour nous là-dedans? Alors oui, forcément, parce que c'est un peu ton meneur, de jeu, reculé, Balerdi. C'est, peut-être le joueur qui touche le plus de ballons par match. Donc forcément, c'est une grande perte pour l'OM. Mais, comme on l'a vu et comme on le verra pendant la vidéo, au match aller, ce pressing haut, monégasque donne aussi beaucoup la possibilité, à nos latéraux, à nos joueurs sur les côtés, d'avoir beaucoup plus d'espace, des couloirs sur les côtés et donc on peut peut-être être un peu plus pragmatique dans notre approche, et tenter par moment, par séquence, du jeu long pour justement trouver ces joueurs-là qui seront esseulés. Ça c'est la première option. Sinon la deuxième option, comme on va le voir dans les séquences, moi je vois bien Højbjerg, remplir le rôle de Balerdi pour justement distribuer les ballons là, ces ballons de manière, assez similaire à Balerdi, au milieu de terrain et donc là on sera quand même d'un point de vue technique, assez proche de ce qui se faisait avec Balerdi. Et quid de Rongier en défense centrale, justement pour pallier à cette absence de Balerdi? Ouais, je sais, je te sens chaud. Non, ça va être compliqué. Eh oui. Non, je pense que Rongier, il a les qualités techniques pour faire ça, mais je ne pense pas qu'il ait les qualités physiques pour assumer ce rôle-là non plus. C'est bizarre, hein, mais un mec au milieu, il est très différent. Pourtant, Rongier, athlétiquement, il est très fort, mais je suis pas sûr qu'il soit capable de faire ce genre de choses, sur 90 minutes. Samy, il expliquait bien, je pense que celui qui est capable de le faire, c'est Højbjerg. Mais en fait, au final, la question, elle est là pour nous faire dire que c'est vrai que Balerdi, il est indispensable si tu as envie de ressortir la balle comme tu le fais régulièrement. Est-ce qu'il y a des alternatives? C'est clair, mais je pense pas. Je pense pas que De Zerbi, il va mettre, Højbjerg, aussi bas ou Rongier aussi bas. Je pense qu'il va les utiliser vraiment au milieu de terrain si l'un des 2 est titulaire ou si les 2 le sont et ça va juste te permettre d'être un peu plus haut sur le terrain. La problématique, moi, c'est que si tu fais ça, derrière, ça va être très compliqué, que ce soit avec Cornelius ou avec Kondogbia pour ressortir les ballons comme on a pu le faire en match aller. Samy, est-ce que tu partages, l'avis de Well? Oui, oui, totalement, je suis en phase avec ce qu'il dit et donc pour illustrer un peu ce que Wael dit, au match aller, on a énormément de séquences, où on voit que l'OM adopte un bloc médian et pas haut,
justement pour jouer sur les qualités, par exemple d'un Kondogbia qui a été énorme au match aller dans les duels, pour ne pas justement pour vraiment le protéger et faire en sorte qu'il ne soit pas, comment dire? Laissé à lui-même face à la vitesse des attaquants monégasques. Plutôt jouer sur ses qualités, c'est-à-dire défendre en avançant, dans les duels en 1 contre 1, et il y a plusieurs séquences où, sur des interceptions, il a réussi à annuler des attaques, monégasques parce que justement il n'était pas, pris de vitesse, sur un bloc haut où il y avait des ballons qui perçaient la défense, mais justement il était dans un bloc médian où il avait le temps de voir le ballon arriver pour justement intervenir dans un second temps. Et donc je pense que ce qui a été fait au match aller par séquence, devra être fait beaucoup plus, cette fois-ci, au match de retour en l'absence de Balerdi. C'est-à-dire adopter un bloc médian pour avoir le temps de voir venir et ne pas être pris de vitesse, comme on l'a vu là récemment avec Babika contre Toulouse. Je pense que c'est aussi la clé de notre animation défensive, ce samedi. Bah, justement, tu vas nous parler, de ces séquences, j'ai la première sous les yeux, on a tous la première sous les yeux, c'est, la première ressortie de balle à la 15e minute. Voilà, Monaco presse très haut et l'OM arrive à ressortir, de ce pressing pour se procurer une occasion à la 16e minute, c'est ça, Sam? Oui, du coup, là, c'est une séquence où, on a, Balerdi qui est sur le côté. On voit le pressing très haut, des Monégasques, qui va jouer avec, Rouli. Et là, Rouli sur un jeu, mi-long qui va écarter sur Garcia qui a été très, très volontaire sur ce match, on le verra un peu plus tard. Et donc, sur, 2-3 passes, on arrive à contrecarrer ce pressing. On a bien été aidé aussi par, la justesse technique et de Højbjerg dans un premier temps, qu'on voit sur une séquence, on l'a entouré pour l'afficher, et de Greenwood aussi, pour derrière, vite exploser parce que c'est ce que recherche, De Zerbi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cassé le pressing, l'idée, et c'est pour ça que moi je suis pas d'accord qu'on le cantonne à un entraîneur de possession, parce qu'une fois qu'on a cassé le pressing, une fois qu'on a trouvé les espaces, le but c'est d'aller très vite vers l'avant et justement de ne pas garder le ballon. Et donc là, sur cette action, une fois qu'on a réussi à casser le pressing avec Højbjerg et Greenwood, on a Greenwood qui arrive à écarter très rapidement sur Luis Enrique, et derrière ça débouche sur une occasion de jeu. Mais ça, c'est une séquence type du jeu de Zerbi, c'est-à-dire qu'en 2-3 passes, dans l'idéal, si on arrive à casser le pressing, derrière ça va très vite et on se retrouve très rapidement dans la surface adverse. Et sur cette séquence-là, le bloc monégasque a été totalement déséquilibré. On voit aussi que sur les 2-3 premiers plans, si on regarde bien, on voit que la stratégie de l'OM, c'était aussi beaucoup on le verra aussi sur d'autres séquences, beaucoup d'attirer le bloc monégasque sur un côté. En l'occurrence, là, c'était sur le côté gauche. On a 3-4 joueurs qui sont sur le côté gauche, pour justement ouvrir des espaces du côté droit. Et d'ailleurs, la preuve, l'action finit sur le côté droit sur Luis Enrique, parce qu'on est justement dans une zone où finalement il y avait peu de joueurs, parce qu'on avait réussi à les attirer sur le côté gauche. L'OM va le refaire, plusieurs fois, dont celle à la 18e minute, donc quelques minutes après. Alors celle, juste après, à la 18e minute, comme tu le disais, Tino, on est dans le même cas de figure. On attire les Monégasques cette fois-ci sur le côté droit. On a toujours un Greenwood qui est, comme sur la séquence précédente, qui vient toujours chercher les ballons, aussi bas, avec Højbjerg également. Et derrière ça finit sur, une percée de Greenwood sur une vingtaine de mètres, une vingtaine de mètres pour capter le ballon, et qui finit sur une frappe cette fois-ci, pied gauche, captée par le gardien, monégasque. Mais voilà, là, on a 2 séquences similaires, une fois sur le côté gauche, une fois sur le côté droit, où en fait l'objectif c'était, comme toujours avec 2 arbitres, d'attirer les monégasques, mais cette fois-ci de les attirer sur un côté pour justement s'ouvrir, l'espace de l'autre côté. Et c'est ce qui avait été, merveilleusement bien exploité par l'OM ce soir-là. Ouais, est-ce que tu t'attends à ce genre de séquence, samedi? Ouais, c'est nécessaire pour, le déséquilibre. La problématique, c'est que Monaco ne joue plus réellement de la même manière. Donc, faut voir comment ils vont venir, mais je pense que leur pressing, il va toujours être d'une manière ou d'une autre similaire. Donc, ils vont presque monter à 4 joueurs et donc libérer des espaces, que ce soit au milieu ou sur le côté. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que Samy m'a expliqué, c'est le fait de pousser vers un côté et finir de l'autre côté. L'action de la 15e minute, c'est littéralement la preuve ultime de ce qu'avance Samy. C'est tu commences côté gauche, tu finis côté droit. Donc des joueurs, à la grosse projection type, Luis Enrique, Rabiot, ça va être des éléments ultra importants sur ce match-là.
Hem et je pense que la seconde action sur laquelle on était en train de parler, donc celle de la 17e minute, j'aime beaucoup le déséquilibre qui est créé et qui laisse presque un 1v1, des défenseurs. Donc on voit là, je pense que c'est Mopé, si je me rappelle bien, du match, c'est Mopé qui est seul face à Mawissa, ou est-ce que c'est Singo? Désolé. Ouais. Sûrement Mawissa. Hem, si Guiri, il est là, sincèrement, il peut se régaler sur ces choses-là. C'est vrai. Parce que tu crées l'espace, tu crées des équilibres. Guiri va être solo. Guiri, il a le timing pour l'appel, pour la passe et pour le dribble en général. Donc ça va être ultra intéressant à regarder ce genre de déséquilibre parce que ça va te permettre premièrement de remonter ton bloc et deuxièmement, en plus, de te créer une occasion et de leur montrer que: «Ah, presse encore et je peux te faire mal encore plus». Et sinon, si pour rebondir sur les propos de Wael, si tu reviens sur la séquence qu'on vient de montrer, sur la séquence à 18 minutes, 02, quand on regarde bien, sur le côté gauche, il y a 6 joueurs monégasques. C'est énorme de réussir à attirer en nombre aussi élevé de joueurs de champ sur un petit périmètre, pas loin de la ligne de touche sur un côté. C'est-à-dire qu'il y a que derrière, il y a que 4 joueurs qui défendent, sur un contre. Donc ça a été très fort, moi j'ai vraiment trouvé ça très impressionnant, de la part de l'OM de De Zerbi, de réussir à chaque fois d'attirer, heu, un grand nombre de joueurs monégasques sur un côté et pour s'ouvrir l'espace derrière. 6 joueurs, pour moi, je trouve que c'est énorme. En tout cas, oui, c'est vrai que c'est une grosse prise de risque parce que, si dans le cas de figure où tu perds la balle, par contre, tu t'exposes énormément. Si tu donc c'est ça que c'est finalement, c'est une véritable partie d'échec parce que Hutter va dire à ses joueurs, «Allez presser», voilà, vous allez récupérer la balle, très haut et on connaît leur défense, on connaît leurs faiblesses là-dessus. Mais au final, De Zerbi a eu confiance effectivement en ses joueurs et leur a dit: «Prenez ces risques-là, ressortez-les, vous verrez que ce sera payant». Donc c'est vrai qu'on peut s'attendre à une opposition, encore une fois, d'échec, comme à ce 1er match et c'est vachement intéressant, quoi. Parce que, finalement tu t'exposes, mais en même temps, tu te veux protagoniste et c'est un peu, ce qui donne, cette importance à ce match et sa beauté finalement, parce que le match aller était quand même, assez sympa à voir. Il y a des espaces aussi. Qu'un C'est pour ça qu'un gars comme Højbjerg, il est ultra important parce qu'il va réussir à canaliser un peu le pressing adverse, tu vois? Que ce soit par la faute, en récupérant une faute plutôt ou en sortant une balle. Tu sais, il est très calme et c'est ce que j'apprécie beaucoup, ces joueurs donc balle au pied, je le trouve très calme. C'est vrai que sur les retours défensifs, il ne vaut pas ronger et ça, c'est la vérité. Ronger, il est capable de par son 1er jet toujours être là où il faut et donc dans les interceptions, il est super fort. Mais balle au pied, il va te permettre de ressortir plus facilement la balle et d'avoir plus de confiance aussi avec la balle. Samy, tu voulais rebondir? Oui et puis comme je le disais en introduction, le contexte du match, je pense, va vraiment exacerber cette situation. Je pense que Monaco a été très pressant au match aller et va l'être, au minimum autant plus, et au mieux va l'être beaucoup plus qu'au match aller parce que là, il reste, 6 matchs. Monaco chasse l'OM, Monaco veut récupérer la deuxième place. Donc là, on peut vraiment s'attendre à voir un Monaco, encore plus pressant, samedi soir. En ce qui concerne, le but de Luis Enrique, au match aller, il y a 2 ou 3 séquences où, bah, comme sur le but de Luis Enrique justement, ce sont tes pistons qui effectuent un gros boulot et des appels dans le dos de la défense, mais également dans le dos des attaquants monégasques qui ne suivent pas. Donc là, on a une séquence donc qui va amener l'égalisation de l'OM sur un but de Luis Enrique, où on voit, en bas de l'écran, Garcia qui fait un appel qui montre du bras, parce qu'on voit qu'il a énormément d'espace et je pense que c'est un cas de figure qui va se répéter samedi soir, parce qu'à Kliouche, comme, souvent les joueurs offensifs de couloir, défendaient assez peu sur ce match, n'étaient pas très disciplinés, ce qui fait que Garcia avait littéralement, vraiment, j'insiste, hein, des couloirs sur son côté à exploiter et qu'il a
très peu exploité, je trouve, en première mi-temps, beaucoup plus en deuxième mi-temps. Et donc là, il a exploité en faisant cet appel-là. On a une belle combinaison entre, d'abord, dans un premier temps, Højbjerg, Maupay et Rabiot. On voit sur cette séquence, là, que Rabiot, comme il sait si bien le faire à chaque fois, en dictant le tempo du jeu, en se mettant en protection de balle, en temporisant, qui attend justement le dédoublement de Garcia. Donc là, il le fait très bien et Garcia qui fait le dédoublement, encore une fois dans un couloir, sur son côté, cette fois-ci un peu plus haut que sur la séquence précédente. Il va justement amener à un centre, de Garcia. On voit que sur le centre, il est en 1v1, il est pas très dérangé. Akliouche n'est toujours pas là et il peut faire ce centre qui va être contré et derrière, on aura Mopé qui va la glisser pour Luis Enrique. Mais déjà, on voit sur cette séquence que on est sur la première séquence où Garcia va exploiter les couloirs laissés par Monaco et sur la première séquence, ça amène un but et on va voir sur les séquences suivantes que c'est un cas de figure qui va énormément se répéter parce que et Akliouche et Minamino qui est rentré à sa place dans un second temps, n'ont justement pas assez défendu et ont laissé leur latéral en 1v1 avec Garcia puis Merlin. Non, je suis en train de voir, moi, ce qui me fait beaucoup tilter sur l'action, c'est vraiment que au départ de l'action, la combinaison pour ressortir la balle, j'aime beaucoup, le fait que Rabiot, il arrive toujours à temporiser. Parfois, j'ai l'impression que c'est un peu beaucoup, surtout sur les derniers matchs. Mais quoi qu'il en soit, ça reste incroyable à regarder comment est-ce que sa temporisation permet la projection d'un autre joueur. Et après, tu regardes et tu te dis: «Purée, mais tous les joueurs, ils sont sur la même ligne, en fait». Tous nos joueurs sont littéralement sur la même ligne et après la projection, elle va commencer. Mais la projection, elle commence seulement lorsque il y a un joueur qui va réussir à temporiser et trouver l'espace nécessaire. Donc Rabiot pour Garcia, Garcia qui centre. Bon, le but, c'est vrai qu'il est c'est un but casse-tête un peu, tu as l'impression que c'est un peu bizarre, mais Mopé, il se bat bien sur le coup et tu regardes là, c'est donc 52-13, hem, tu vois littéralement que Wanderson, le latéral, il est de l'autre côté. Je pense que c'est Lamine Camara, non, c'est pas Lamine Camara, mais en gros, tu dans dans les 9 mètres, tu es plus présent qu'eux grâce à cette temporisation. Parce qu'ils vont tous se faire aspirer et ils vont jamais aller regarder leurs joueurs, mais ils ont toujours regardé la balle. Ils se sont tous fait aspirer et ça a laissé assez d'espace pour centrer et pour Luis Enrique, pardon, pour finir. Donc c'est vraiment très symptomatique et on le voit souvent aussi avec Monaco aujourd'hui, où les joueurs ne suivent pas l'action jusqu'au bout. Beaucoup de joueurs, ils vont s'arrêter. Donc les buts qui se prennent contre Brest, c'est un peu de la même c'est pratiquement en fait de la même manière. Donc comment il s'appelle? C'est pas Chardonnay, marqué, contre Monaco, c'est le Sima. Sima. Sima, le but, il y a personne qui le suit. Il y a personne qui le suit et ça, il arrive derrière à créer un peu le but casquette qui se passe, mais il y a personne qui le suit. Donc automatiquement, le mec, il arrive tout seul et il finit presque devant les cages solo. Donc moi, je trouve ça intéressant et je pense que vraiment, nos latéraux, ils vont littéralement réussir à faire déjouer un peu leur pressing et j'espère qu'ils le savent aussi parce que ça créera encore plus une menace, de notre côté, si on est capable de trouver d'autres espaces. Profiter de l'indiscipline, en tout cas, de ces Monégasques et on a été sur Garcia au match aller, on sera sur Merlin, qui, comme tu l'as dit, ouais, surtout, Samy, juste avant, va beaucoup combiner avec Rabiot, et il faudrait profiter de cette entente qu'il y a eu entre les 2, que ce soit sur le match, contre le TEF, sur les différents buts qu'on a pu marquer. Il y aura par contre des points négatifs, Samy, et nous allons finir là-dessus. Les possibles pertes de balles. Au match aller, dès qu'on a perdu la balle, on a concédé des occasions. Par définition, voilà, on la perdait, assez haute, enfin assez bas en tout cas pour notre cas. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces pertes de balles, qui pourraient être, très négatifs pour nous en tout cas? Oui, effectivement, dès le début du match, on a, comme d'habitude, comme sur toute la durée du match, l'OM qui a essayé de sortir court et cette fois-ci, on a eu une perte de balle de Greenwood au niveau du rang central.
C'est aussi là qu'on voit parfois les limites de Greenwood à s'imposer dans le jeu de position de De Zerbi. C'est un joueur, qui est très fort en balle au pied pour déséquilibrer en percussion. Par contre, pour conserver le ballon et souvent dans des petits périmètres quand il est pressé, qui peut perdre le ballon rapidement, comme sur cette séquence où en fait, à partir du moment où il a perdu le ballon, derrière en deux trois passes, comme les Monégasques étaient très hauts, vu qu'ils ont fait ce pressing haut, les attaquants monégasques étaient encore en place. Donc, à partir du moment où l'OM a perdu le ballon, que les milieux de terrain ont rapidement transmis vers l'avant, les attaquants monégasques étaient encore, heu, en position d'attaquer et derrière on s'est retrouvé dans la surface et Rouli a eu à s'interposer. L'OM a failli prendre un but. Donc, ça, c'était déjà un premier avertissement dans le match avec cette paire de balles de Greenwood et puis derrière, je pense que vous vous en rappelez tous, il y a la fameuse perte de balle de Rongier dont il est un peu habitué ces derniers temps. Il y en avait une contre Paris au Parc, il y en avait une, heu, contre Toulouse, ce dimanche et il y a celle qui apporte le but, monégasque au match aller, où là on le voit sur, une séquence, au milieu de terrain, une passe latérale pas du tout assurée, pas assez appuyée, qui finit dans les pieds d'un attaquant monégasque et derrière pareil comme sur la séquence précédente, en deux trois passes ça finit par faire but. Ce qui est marquant là aussi, c'est qu'on voit que, les seules occasions franches monégasques au match aller, c'est sur des pertes de balles de l'OM. L'OM a vraiment imposé son jeu et Monaco a essayé de profiter des largesses défensives, de l'OM. Donc il faudra aussi faire attention à ça, parce qu'effectivement on a eu les qualités pour casser leur pressing, par notre justesse technique, par notre mobilité, mais on a aussi parfois, parce qu'on n'a pas non plus des joueurs, excellents, on a aussi parfois perdu le ballon et ça a payé une fois et ça a failli payer une deuxième fois. Donc voilà. Ouais, là, une chose à dire sur ces pertes de balles avant qu'on clôture, cette, sans comment, no comment, comme on dit chez toi. En Non, non, il a raison, évidemment, évidemment que c'est préjudiciable, mais que ça soit lui, un ou un autre, le plus important, c'est: «OK, tu as perdu la balle, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?» Tu vois? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on va défendre assez bien pour ne pas se prendre un but? Ou est-ce qu'on va défendre assez mollement et on va se prendre un but? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. C'est pas grave que s'ils vont ranger ou un autre. Par rapport à ce que tu dis, Wael, ce que je trouve intéressant au match aller, c'est qu'effectivement l'OM a pris un but en fin de première mi-temps sur une perte de balle, de Rongier et l'OM aurait pu être traumatisé par ça et se dire, comme tu viens de le dire justement: «Bah, peut-être qu'on va arrêter de faire ça et peut-être que maintenant on va prendre moins de risques et on va jouer un peu plus, en balançant des ballons, vers l'avant» et finalement, bah, ça n'a pas changé. L'OM a vraiment persisté dans ce jeu de ressortir court. Ils se sont dit: «OK, on s'est trompé une fois, on a fait l'erreur, on a perdu le ballon, ça a fait but». Mais on va pas nier nos principes et on va continuer à jouer sur ça et je trouve que c'est quand même une marque de courage à souligner, parce que l'OM ne s'est pas dénaturé, l'OM n'a pas perdu confiance après un but et quand tu prends un but quand même c'est assez facile de perdre confiance, surtout dans un match comme celui-là, surtout dans une période comme celle-là, parce qu'on était dans une période un peu trouble pour l'OM de De Zerbi. Donc je trouve que niveau caractère et mental, c'est assez fort ce qu'a fait l'OM sur cette séquence et sur la suite du match. En espérant retrouver le Wouli, de la première partie de saison aussi qui nous a bien servi de rempart, sur ce match contre Monaco. Il nous a sorti deux trois arrêts quand même. En parlant de roulis justement, juste pour faire un lien avec le match de samedi, comme on l'a vu sur les séquences précédentes où nos pistons avaient beaucoup d'espace et avaient des couloirs, je trouve qu'en l'absence de Balerdi, ajouter un peu de pragmatisme à notre jeu, c'est-à-dire sans nier nos principes de sortir, sortir de derrière, en jouant court, profiter justement de la hauteur du bluff monégasque pour, profiter des espaces en jouant, un peu plus long, avec Rouli qui peut jouer long sur, que ça soit Merlin ou Luis Enrique, parce que moi je j'ai aucun doute là-dessus, on aura énormément d'espace et il faudra profiter de la hauteur du bloc monégasque, pour jouer un peu plus long, par moment, par séquence, voilà, alterner les 2. Je pense qu'il va falloir faire, jouer comme ça. Merci les gars, c'était très, très intéressant comme d'habitude. Je vous remercie, déjà Wael qui est, c'est matinal chez toi. Je pense il doit être 7 8 heures du matin et Oui, il est 9h. 9 heures, ça va.
Et merci Samy, de m'avoir préparé ces petites séquences. Voilà, ça donne, de l'appui aux propos et voilà, c'est parfait pour la compréhension de tout le monde. Je vous invite, vous viewers, à vous abonner à la chaîne de Massilia Zone, à liker, si ce n'est pas déjà fait pour nous aider à mettre l'algorithme dans la poche et évidemment récompenser notre travail. Et rejoignez-nous aussi sur Twitter, Insta et TikTok. Je vous dis ciao pour de nouvelles vidéos. Allez l'OM, ciao.